Ce sont des entreprises, ce sont des organisations pionnières dans le développement des entreprises sociales du Vietnam. Nous avons également invité le fonds d'investissement philanthropique. En fait, c'est un fonds d'investissement qui apporte des capitaux à des entreprises sociales. Je voudrais également vous présenter deux modèles d'entreprises sociales au Vietnam qui ont connu des premiers succès sur le marché. Je me permets de ne pas entrer dans les détails pour la présentation des différentes organisations parce que chaque intervenant va faire une présentation proprement dite. Vous avez eu certainement l'occasion de goûter à la viennoiserie de Koto et au café des entreprises sociales. Ce sont en effet des produits d'entreprises sociales présentes au Vietnam. Je voudrais vous remercier alors Green Fair Trade pour avoir sponsorisé les frais du café. Il n'y a pas de pause pour cette table ronde. En effet, donc le thé et le café sont à votre disposition à l'entrée de l'auditorium. Je voudrais inviter M. Jean-Louis Paré, qui est le directeur et qui va vous livrer quelques-unes de ses réflexions. Các bạn, tôi là Jean-Louis Paré, giám đốc của CBG từ 2 năm nay. Buổi sáng hôm nay thì tôi rất mong xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến tại khán phòng này với cái hoạt động đầu tiên do CBG tổ chức sau mùa hè này. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ làm về tinh thần kinh doanh xã hội với sự tham gia của CZIP, của Espace. Như các bạn đã biết thì là doanh nghiệp xã hội là một cái chủ đề rất là lớn, rất là hay, đặc biệt là tại các nước đang phát triển và đặc biệt là tại những nước như ở Việt Nam hiện nay. Đây là một cái nguồn để tạo công ăn việc làm và là một cái nguồn sáng tạo, sáng kiến rất lớn. Rất nhiều các nhà nghiên cứu hiện nay như là giáo sư Thắng đã nghiên cứu về vấn đề này và bà cũng đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu để làm sao có thể đề xuất cho chính phủ đưa ra các giải pháp để phát triển các doanh nghiệp xã hội. Sáng nay chúng ta có cơ hội để làm quen và nói chuyện với 4 chuyên gia. Trước tiên là bà Thắng, chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy trách nhiệm xã hội tại Đại học Kinh tế Quốc dân và CFDC. Sau đó có đại diện của Hội đồng Anh là bà Cao Thị Ngọc Bảo, giám đốc các chương trình phát triển xã hội của Hội đồng Anh Việt Nam. Chúng ta cũng có bà Hoa là người sáng lập, bà Oanh là người sáng lập và giám đốc của Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng của CZIP. Và cuối cùng thì chúng ta có bà Shin Tông là quản lý đầu tiên, là quản lý đầu tư khu vực Đông Nam Á của quỹ đầu tư thiện doanh MG Venture Philanthropy. Và 4 bài tham luận này thì sẽ được trình bày với các quý vị. Sau đó thì các bạn có thể đặt các câu hỏi. Các bạn có thể đặt các câu hỏi về khung khổ pháp lý, các cái sáng kiến, cũng như là đặt các câu hỏi làm thế nào để có thể thành lập và phát triển một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Trong phần thứ hai thì chúng ta sẽ nghe phần trình bày của 2 doanh nghiệp xã hội. Đây là 2 doanh nghiệp, đây là 2 nam giới và họ sẽ giới thiệu cho chúng ta về mô hình doanh nghiệp xã hội của họ tại Việt Nam. Người đầu tiên đó là người đã thành lập ra doanh nghiệp Tòa He. Anh đã thành lập doanh nghiệp này từ năm 2009 và đây là một doanh nghiệp mà xây dựng các cái sản phẩm của mình trên cơ sở các tranh vẽ của các trẻ em khuyết tật. Và tất cả các sản phẩm này thì sẽ được bán và tiền cũng như lợi nhuận thu được thì sẽ được sử dụng để giúp các trẻ em thiệt thòi và gặp khó khăn. Đây là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có khoảng 20 nhân viên. Đây là một trong những ví dụ rất là điển hình về thành công của doanh nghiệp xã hội. Sau đó tôi xin giới thiệu một doanh nghiệp thứ hai là một doanh nghiệp của ông Nam.
mạng xã hội mà một cái doanh nghiệp này thì đã được thành lập từ 2 năm nay. Đây là một doanh nghiệp có tuổi đời trẻ hơn doanh nghiệp Tòa He, và ý tưởng là làm sao là có thể sử dụng chung ô tô để di chuyển, vừa có tác động về mặt môi trường và vừa có tác động về mặt xã hội. Và ông Nam thì là người cũng đã học master về quản lý, và hiện nay thì cũng sử dụng một số lượng công ty, một số lượng nhân viên đáng kể trong doanh nghiệp của mình. Tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt đầy đủ sáng nay với chủ đề là doanh nghiệp xã hội, và tôi hy vọng rằng buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu về kiến thức về doanh nghiệp xã hội, và cũng mong muốn rằng doanh nghiệp xã hội sẽ có cơ hội để phát triển trong thời gian tới. Như các bạn biết thì CFVG cũng đã có mặt tại Việt Nam từ lâu nay, và cũng có một cái hiệp hội các cựu học sinh rất là đông đảo, và xin được cảm ơn tất cả các quý vị đã xin chúc quý vị có một buổi tọa đàm hiệu quả của ngày hôm nay. Je voudrais vous remercier, Monsieur Paré, et nous permettons maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, de ce matin, le CVG a une doctoresse, c'est Madame Trương Thị Nam Thắng, qui est membre de plusieurs réseaux de recherche sur les différents réseaux professionnels. Donc, elle travaille en fait au sein du CVG depuis longtemps. Par exemple, elle travaille au sein de la International Corporate Governance Network, ou bien elle travaille également pour Global Corporate Governance Forum. Madame Thắng a participé à un projet de l'ASEAN dont le CVG est un membre. Donc, Madame Thắng a fait beaucoup de recherches, elle a fait beaucoup d'études sur l'entrepreneuriat social. C'est elle qui va être la modératrice de ce matin. Je voudrais inviter Madame Thắng, qui va en fait jouer le rôle de modération de cette table ronde. Elle va nous parler en effet de l'idée à la réalisation de l'entrepreneuriat social. Vous avez la parole, Madame Thắng. Comme Monsieur Jean-Louis Paré l'a déjà présenté, le programme de travail de ce matin, nous avons 3 parties. La première partie, ce sera une séance durant laquelle 3 intervenantes qui viennent du CESIP, qui viennent du British Council, et moi-même, nous allons vous présenter des tendances générales de l'entrepreneuriat social au Vietnam et dans le monde. Dans la deuxième partie, nous allons écouter une intervention du Fonds d'investissement philanthropique, et la troisième partie va être réservée aux questions et réponses. En qualité d'une chercheur, je voudrais vous donner quelques concepts généraux liés à l'entreprise sociale. Comme Madame Phương l'a souligné, j'ai participé à plusieurs réseaux de recherche concernant la responsabilité sociale, et j'ai travaillé également avec le British Council sur l'objectif, en effet, d'introduire l'entreprise ou bien l'entrepreneuriat social dans les programmes de formation universitaire. Quand nous avons élaboré le programme de cette table ronde, nous avons analysé les attentes de l'assistance. Nous avons en fait posé 3 questions. D'abord, quelle est l'entreprise sociale? Quel est l'entrepreneur? Qui est l'entrepreneur social? Quelles sont les tendances en la matière dans le monde? Et troisièmement, comment faire pour se lancer dans une entreprise sociale? Donc, j'espère que vous allez essayer de répondre à ces 3 questions.
Pour répondre à ces 3 questions, j'ai invité, comme le professeur Jean-Louis Paré l'a souligné, j'ai invité les 5 partenaires. D'abord, c'est le CVG, un centre de formation qui a lancé beaucoup d'initiatives dans le développement des entreprises sociales au Vietnam. J'ai invité également le British Council et l'Espace, le Centre culturel français, et j'ai également invité les 2 entreprises sociales du Vietnam. Pour vous donner un aperçu général de l'entreprise sociale, j'ai préparé quelques questions. D'abord, l'entrepreneuriat social, c'est quoi? Quelles sont les différences entre les entreprises sociales, les ONG et les entreprises classiques? Un entrepreneur social est-il différent d'un entrepreneur classique? Et la 4e question, c'est que quelles sont les stratégies qui sont poursuivies par les entreprises sociales? Je vais vous donner également quelques recommandations en tant que chercheur pour des personnes qui veulent se lancer dans la création d'une entreprise sociale. Voilà, tel est l'objet, en effet, de mon intervention qui va durer environ 10 minutes. L'entrepreneur social, c'est quoi? Donc, il y a l'entrepreneur social a été traduit en vietnamien alors par 2 façons. Pourtant, quand vous regardez le programme, vous allez trouver que la traduction de ce terme en vietnamien est utilisée alors dans les 2 contextes différents. D'abord, nous allons vous parler de l'entrepreneur social et ensuite, je vais vous parler en effet de lancement d'une entreprise sociale. L'entrepreneur social, du point de vue théorique, s'entend d'un processus de création des valeurs ajoutées. Donc, il y a une finalité sociale. L'objectif, donc, n'est pas purement lucratif. L'objectif d'une entreprise sociale, c'est pour servir les intérêts sociaux. Telle est la définition, en effet, de l'entrepreneur social. Dans l'intervention de Mme Bao et Mme Wang, elles vont vous donner une définition des entreprises sociales. Pourtant, je voudrais vous présenter mon approche. Quand je travaille à l'université, je commence par une histoire liée à la responsabilité sociale de l'entreprise. Quand une entreprise se lance dans une responsabilité sociale, l'entreprise fait un compromis entre les 3 objectifs. Bien sûr, l'objectif, c'est le profit, mais deuxièmement, une entreprise classique, quand elle se lance dans une responsabilité sociale, elle doit s'intéresser également aux personnes et à l'environnement. Donc, chaque entreprise doit en fait considérer les 3 objectifs, mais pour l'entreprise sociale, elle doit accorder la première importance alors à la finalité sociale. L'entreprise sociale doit suivre seulement 2 objectifs, c'est la création de profit et l'aide qu'elle peut procurer à des personnes. Pourtant, du point de vue, en effet, alors que je vais vous développer, une entreprise sociale doit en effet considérer et en fait développer à la fois les 3 objectifs, plus le partnership. Il ne suffit pas en effet de créer des bénéfices, il ne suffit pas de s'intéresser à la protection de l'environnement, il ne suffit pas d'aider les personnes, mais il faut prêter une attention
a un côté relationnel pour la mobilisation des différentes ressources et ce facteur va aider en fait à la création de profits. Quand on parle de l'entreprise sociale, plusieurs personnes ont posé des questions. Quelles sont les différences entre les entreprises sociales et les entreprises classiques, ou bien quelles sont les différences entre une entreprise sociale et les associations caritatives? Comme vous le voyez, une entreprise sociale, c'est un modèle hybride, c'est un modèle qui marie à la fois une organisation caritative et une entreprise classique. Donc, quant aux capitaux, l'entreprise sociale est également à mi-chemin entre une entreprise classique et une organisation caritative. Quant aux ressources humaines, les employés sont payés, sont rémunérés, même si leur rémunération est plus faible que celle pratiquée sur le marché. Concernant les fournisseurs, les solutions, l'entreprise sociale suit tous les business plans, en effet, d'une entreprise classique. L'utilisation des bénéfices, une fois que ceux-ci sont créés, pour une entreprise classique, les dividendes et les intérêts vont être redistribués aux actionnaires ou bien vont être réinvestis, tandis que l'entreprise sociale réinvestit en effet les dividendes et les intérêts pour l'augmentation de la taille de production à finalité sociale. Donc ce sont en effet des comparaisons qui nous permettent de voir la différence entre une entreprise sociale et une entreprise classique. Un entrepreneur social est indifférent d'un entrepreneur classique. Un entrepreneur classique doit avoir plusieurs qualités. Un entrepreneur classique doit avoir le sens de créativité, il doit chercher toujours des opportunités, il doit avoir le sens de la débrouillardise, il doit savoir s'adapter, il doit avoir la capacité de diriger et tout changement qu'il doit créer porte en effet des valeurs ajoutées. Les entrepreneurs sociaux doivent avoir ces qualités, mais en même temps, il faut une finalité sociale. Il faut avoir un cœur. Il faut savoir mobiliser les ressources sociales. Il faut se baser sur les réseaux des relations pour la mobilisation des ressources qui vont être utilisées dans une entreprise sociale. Et un entrepreneur social, en principe, en fait, viennent pour la plupart de la société civile. Et ces entreprises sociales, ces entrepreneurs sociaux s'orientent en effet vers la société. Ils sont responsables devant la société, devant les donateurs, devant les bénéficiaires. Et ils ne sont pas uniquement responsables devant l'actionnariat comme tel est le cas normalement. Quelles sont les stratégies poursuivies par une entreprise sociale? Il y a plusieurs modèles différents. Pourtant, pour ce qui est de mon approche, il y a 4. D'abord, c'est la délégation de pouvoir. Les bénéficiaires, les gens qui sont marginalisés, les pauvres, vont se voir en effet attribuer le pouvoir de participer à une entreprise sociale. J'ai l'image de 2 femmes d'une ethnie minorité, des Arouges. Alors, ce sont les 2 femmes qui travaillent pour une entreprise sociale. Madame Wang qui va vous parler de cette expérience tout à l'heure. En fait, ce sont ces personnes de l'ethnie Zhao qui sont propriétaires, qui sont devenus propriétaires de l'entreprise sociale. La deuxième
stratégie, c'est l'insertion, c'est la réinsertion à la société. C'est une stratégie qui est définie pour permettre aux personnes qui se vont marginaliser à se réinsérer, en fait, de se réintégrer au réseau social. Vous avez un projet, c'est le G-Link. C'est une entreprise sociale qui a été assistée par le CISIP en 2012 lors de ses phases de lancement. En effet, c'est un café qui aide les travestis ou bien les travestis, en effet, à se réintégrer à la société. La troisième stratégie, c'est la médiation. L'entreprise sociale joue le rôle de médiation, d'intermédiation pour fournir des sociétés à coût raisonnable et acceptable aux bénéficiaires, aux pauvres. J'ai en fait pris le logo de l'entreprise New Light qui fournit des services de soins de santé à des femmes en difficulté et à des handicapés pour leur permettre d'accéder à des soins de qualité. La dernière stratégie poursuivie par une entreprise sociale, c'est la mobilisation des ressources. En effet, l'entreprise sociale va mobiliser les différentes ressources qui vont être réutilisées pour le développement des finalités sociales. Madame Wang et Madame Bao vont réaborder ces concepts. J'ai les deux derniers slides concernant les 7 étapes de création. Ashoka, c'est une très grande organisation qui aide à la création d'une entreprise sociale et Ashoka a donné 7 recommandations à suivre. La première recommandation consiste dans le choix d'une thématique et c'est sur la base de cette thématique choisie que l'entrepreneur social peut convaincre la communauté. Deuxièmement, l'entrepreneur social doit mobiliser, doit réunir les experts dans le domaine d'intervention. Comme vous voyez, les investisseurs, les donateurs ou bien les acheteurs potentiels s'intéressent beaucoup à la compétence. Troisièmement, il faut être capable de recruter des employés flexibles qui sont aptes à faire beaucoup de choses en même temps et qui sont aptes à réaliser plusieurs tâches. La quatrième recommandation, c'est qu'il faut se mettre la main dans la pâte, il faut participer à des différents réseaux sociaux, il faut se lancer dans les différents types de partenariats pour les inciter à acheter nos produits et à participer à nos projets. La cinquième recommandation, c'est qu'il faut faire une bonne communication de votre projet. Make noise of the media, cela veut dire il faut faire une bonne communication, raconter une bonne histoire aux mass médias. Donc, il faut vraiment faire du bon marketing pour attirer l'attention des acheteurs potentiels. La sixième recommandation, c'est qu'il faut choisir avec intelligence le conseil d'administration. Il faut inviter des personnes qui ont des relations, qui ont un prestige et qui ont une passion et un dévouement pour les finalités sociales. La septième recommandation, c'est que comme l'entreprise sociale doit en fait mobiliser
50% en fait de leur chiffre d'affaires. C'est pour ces raisons-là que l'entreprise sociale doit définir dès le début les impacts, doit mesurer les impacts sociaux et économiques de leurs activités d'affaires. Et ce qui va leur permettre de faire en fait un bon travail d'explication. La dernière slide concerne en fait les étapes de création d'une entreprise sociale avec réussite. Un professeur a proposé les 9 F pour la création avec réussite d'une entreprise sociale. D'abord, il faut avoir de l'amour pour les finalités sociales. Deuxièmement, il faut choisir une niche d'intervention. On ne peut pas choisir une clientèle trop large. Troisièmement, il faut agir avec rapidité et avec réactivité en attente pour répondre en fait aux attentes du marché. Quatrièmement, c'est la flexibilité. Cinquièmement, c'est qu'une entreprise sociale doit avoir les qualités d'un entrepreneur classique et il faut innover sans cesse, en effet. Sixièmement, c'est la structure d'organisation. Il faut avoir une structure souple et simple, qui ne coûte pas cher. Septièmement, il faut s'attarder sur l'efficacité. Un modèle compact, souple, va permettre de diminuer les coûts de fonctionnement et ça va dégager plus de bénéfices. Un environnement amical, cordial, c'est la 8e recommandation. Et la 9e recommandation, c'est fun. Fun, c'est la cordialité, un environnement joyeux. Je vais développer ces 9 F tout à l'heure et je vais en fait demander aux entrepreneurs sociaux ici présents de partager leurs expériences concernant ces 9 F. Je viens de vous donner les qualités d'un entrepreneur social. Je viens de vous expliquer les différences entre une entreprise classique et une entreprise sociale. Je viens de vous parler également des 4 stratégies que doit poursuivre une entreprise sociale. Je voudrais inviter Madame Ba, qui est directrice du programme de développement social du British Council, qui viendra partager avec nous l'approche du British Council en la matière. Elle va nous parler également des tendances dans le monde concernant ce thème. Bonjour à tous. Je suis directrice des programmes du développement social du British Council. C'est un domaine que le British Council a déployé au Vietnam depuis très longtemps. Et je vais vous expliquer pourquoi nous agissons dans ces domaines et quels sont les domaines principaux que le British Council travaille. Nous accordons des soutiens au gouvernement dans les domaines du développement social. Nous concentrer sur les activités dans le domaine pédagogique pour l'enseignement l'anglais et une autre activité parmi nos activités principales sont les soutiens aux activités du développement social dans les pays. Au Vietnam, c'est le cas pour le Vietnam. Pour le programme de promotion des entreprises sociales qui a commencé en 2009, l'objectif de ce programme est de créer des opportunités internationales et instaurer des relations de confiance entre le Royaume-Uni et les pays du monde entier. Et avec ce programme,
nous se basons sur 5 domaines principaux. Premièrement, c'est sensibilisation du concept d'entreprise sociale dans la communauté. Qu'est-ce que une entreprise sociale? Comme Madame Tang a dit, c'est la relation entre les entreprises sociales et le secteur public. Deuxièmement, est la création d'un environnement propice au développement des entreprises sociales au Vietnam. En effet, si vous avez fait des recherches sur ce sujet, les entreprises sociales existent sous de différentes formes dans le monde. Pourtant, il n'y a pas encore une définition officielle pour les entreprises sociales et elles ne sont pas considérées comme un secteur économique principal dans le Vietnam. En fait, comme le British Council, nous avons un réseau qui se présente dans plus de 110 pays. Et en Asie du Sud-Est, nous sommes présents dans 7 pays. En Asie du Sud-Est, nous avons en fait facilité la mise en réseau en fait, entre les entreprises sociales au Vietnam et les entreprises sociales dans le monde. Alors, ce qui permet à ces entreprises sociales du Vietnam de partager leurs expériences avec leurs collègues dans le monde, et ceci va permettre de créer un réseau, et les entreprises sociales du Vietnam vont pouvoir élargir leur sphère dans l'avenir. Nous aidons également au renforcement des compétences des entreprises sociales du Vietnam, et nous travaillons également avec des organisations intermédiaires. Nous aidons en fait directement, par exemple au travers des programmes de formation, ou bien nous travaillons aussi avec le CISIP pour financer des programmes de création des entreprises sociales du Vietnam. Un point qui a été très important et a été soulevé par Madame Tang, c'est que nous avons essayé d'introduire l'entrepreneuriat social dans le système de la formation universitaire du Vietnam. J'espère que dans le temps à venir, plusieurs universités vont considérer en effet l'entrepreneuriat social comme une composante essentielle, même si vous êtes étudiant dans différents domaines, dans le domaine de la société ou bien dans le domaine de l'économie. Les connaissances de l'entrepreneuriat social sont importantes pour votre projet. Ce sont les différentes photos que nous avons prises sur les activités d'aide. C'est le dernier programme à gauche. Donc, nous avons signé un projet de communication avec la télévision de Hanoï sur un programme portant sur les entreprises sociales. Donc, chaque séance va être projetée. Alors, samedi matin, il y aura 52 épisodes sur la chaîne de télévision de Hanoï. Nous allons présenter dans ce programme de télévision les différents produits des entreprises sociales du Vietnam, et nous allons présenter les bonnes pratiques concernant les entreprises sociales au Vietnam et dans le monde. Et comme vous le savez, l'entrepreneur social peut devenir un bon partenaire des entreprises classiques en tant que fournisseur, en tant qu'acheteur ou bien en tant que partenaire. Les concepts d'entreprise sociale et innovation sociale sont des nouveaux concepts, mais ces derniers temps, il est abordé dans beaucoup de conférences internationales. Par exemple, dans une conférence internationale, on dédie une partie de la conférence pour présenter les changements dans le social avec les entreprises sociales dans le contexte de l'intégration mondiale. Et dans ce contexte, les nouvelles approches pour résoudre les problèmes
sociaux sont très importants. Et pour ces raisons, la position des entreprises sociales est montée dans la scène internationale. Qu'est-ce qu'une entreprise sociale? Au Royaume-Uni, on a accepté le concept de l'entreprise sociale. Et dans chaque pays, ce concept est très varié. Pourtant, il y a des points principaux ci-dessus. Tout d'abord, l'entreprise sociale est une entreprise à des finalités sociales. Deuxièmement, elle va appliquer des modèles de commerce pour tirer les profits et, au service de son développement durable. Et troisièmement, c'est la redistribution de leurs produits, leur profit, pardon. Il va équilibrer les profits et les buts sociaux et environnementaux au lieu de maximiser les dividendes des actionnaires ou de l'entrepreneur. Telle est la définition du Royaume-Uni. C'est une définition qui est très vaste. Et ensuite, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise sociale possède 3 caractères principaux comme la définition du Royaume-Uni. Et j'espère que dans l'avenir, le concept de l'entreprise sociale est accepté et approuvé au Vietnam. Et l'entreprise sociale est considérée comme un acteur économique principal dans le marché du Vietnam. En effet, nous avons essayé de trouver un concept de l'entreprise sociale. Pourquoi on a besoin d'une entreprise sociale? Comme je vous l'ai dit, alors avec le développement rapide que nous constatons dans le monde, même dans les pays développés, ils ont constaté qu'il y a beaucoup de maux sociaux, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui se posent avec acuité, et c'est un phénomène courant dans le monde. Les conditions économiques. Alors, comme vous le savez, il y a des personnes qui ont plus d'opportunités que d'autres, et en même temps, il y a des personnes qui se voient de plus en plus marginalisées, et le fossé entre riches et pauvres est de plus en plus grand. Nous avons utilisé avec outrance les ressources naturelles, et l'usage intensif des ressources naturelles nous empêche en fait d'avoir un développement économique durable. Il y a également des impacts très négatifs liés au changement climatique. Et c'est pour ces raisons-là que nous sommes impactés en effet par ce changement climatique. Le vieillissement de la population, c'est un casse-tête pour nous tous. Comme il y a seulement 3-4 ans, nous avons une pyramide de population qui est qualifiée d'une pyramide d'or. Mais nous avons connu il n'y a pas très longtemps le début d'un vieillissement de la population, et comment mobiliser les ressources de la population qui vieillit au Vietnam pour la résolution des problèmes sociaux. Telle est la question qui a été posée. C'est pour cette raison, c'est pour toutes ces raisons que nous devons avoir des solutions qui ont le sens de créativité et de durabilité. En même temps, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes qui sont d'une autre nature. Pour les jeunes, c'est le chômage. Si vous lisez la presse, le taux de chômage chez les jeunes issus des universités est très important. Ou bien il y a des jeunes qui ont des emplois qui ne correspondent pas à leur formation initiale. Comment faire pour résoudre ce problème?
Deuxièmement, c'est le fardeau de la sécurité sociale, l'urbanisation. Comment faire pour avoir un compromis dans le développement des différentes régions et pour permettre à la population d'avoir un bien-être et pour limiter également l'exode rural, les pressions pour les grandes villes et l'hygiène alimentaire. Alors, quelles sont les possibilités pour les entreprises sociales? Tous ces problèmes sociaux se posent et là où il y a des problèmes sociaux, là où il y a des entreprises sociales, comme par exemple, vous avez des entreprises sociales qui travaillent sur l'hygiène alimentaire. Il y a des entrepreneurs sociaux qui travaillent pour la création d'emplois à l'intention des jeunes. Par exemple, il y a des entreprises sociales qui travaillent à l'intention des personnes âgées. Là où il y a, comme je vous l'ai dit, des problèmes sociaux, il y a des entreprises sociales. Il faut donc travailler là où il y a des échecs du marché. Je vais vous présenter un certain nombre de modèles d'entreprises sociales. Premièrement, le premier modèle, c'est une entreprise. Dans une entreprise, on investit dans les activités commerciales. Pourtant, on réinvestit des bénéfices de ces activités dans les projets sociaux. Deuxièmement, peut-être on investit dans les activités commerciales pour avoir des impacts sociaux et un équilibre entre le profit et les buts sociaux. Et le troisième modèle, on investit dans les activités commerciales qui génèrent des valeurs sociales, des valeurs sociales. Par exemple, le modèle de la société Clarity investit dans les activités commerciales, mais pourtant, ces activités génèrent des emplois pour les personnes, des personnes handicapées, et pour cela, on aide ces personnes-là à réinsérer dans la société. Et quatrièmement, c'est le modèle de coopérative. Prenons l'exemple des services soins de santé à domicile Sunderland. Je voudrais vous présenter un modèle très connu en Angleterre. C'est la société de transport communautaire Hackney. Pour cette entreprise, on utilise de leurs bénéfices pour ouvrir leur réseau dans les régions qui connaissent des difficultés ou au service des personnes âgées ou des personnes pauvres. Alors, son objectif est de donner l'accès à des moyens de transport communs à tout le monde. Et ce modèle est apprécié hautement par le gouvernement au Royaume-Uni. Et cette entreprise a signé des projets dans plusieurs villes et grandes villes en Angleterre. Et c'est un grand succès en Angleterre. Après, c'est The One qui vend de l'eau minérale. Et pourtant, pour cette entreprise, ils utilisent leur profit dans des projets, dans la manière des problèmes en eau. Vous voyez, il y a l'image d'un système d'assainissement de l'eau en Afrique, utilisant des profits dont les capitaux sont les profits de The One. Et troisièmement, c'est le service de soins de santé à domicile. L'objectif de ce service destiné à des personnes âgées. Son objectif est d'aider les personnes âgées qui ont besoin des aides, qui ont besoin des soutiens dans la société. Donc, c'est un équilibre, harmonie dans la société. Ensuite, c'est la société Solaire. C'est un projet destiné à des enfants pour améliorer leur compréhension orale, pour améliorer leurs résultats, les résultats d'études.
Et son objectif est aussi de donner l'accès à tout le monde. Et, et pour cette société, leurs employés sont des handicapés. Et avec cette ressource naturelle, on va développer les produits au service des handicapés. Et ensuite, c'est la société Tohé et Richingao pour les produits artisanaux dont les employés sont des handicapés. Ensuite, la société Sapaoche, une entreprise destinée à des ethnies minorités. Et les entrepreneurs sont les ethnies minorités. Et enfin, c'est Life Art. C'est un projet de développement communautaire et pour sensibiliser le concept d'entreprise sociale dans la communauté. Et quels sont les caractères d'une entreprise sociale pour ces entreprises? Leur objectif, ce sont les fins sociaux. Ils cherchent des réponses à des problèmes sociaux. Et est-ce que c'est son excellence? Alors si ce n'est pas son excellence, comment on fait pour mobiliser les ressources humaines pour atteindre ces objectifs? Alors il faut avoir des moyens de travail efficaces. Alors, pour ces entreprises, on utilise des modèles de commerce durable. Et au Vietnam, nous avons des coopérations, une coopération avec plusieurs organisations dans plusieurs secteurs publics et privés. Pour les sociétés et les compagnies, nous leur encourager à rechercher plus le concept de l'entreprise sociale pour trouver des coopérations entre les entreprises sociales et les entreprises classiques. C'est un modèle très développé en plusieurs pays comme à l'Indonésie. Et nous apprécions très bien les organisations intermédiaires comme CESIF, comme les universités. Tels sont les lieux où on sensibilise le concept de l'entreprise sociale. Et nous leur aidons à augmenter et élever leurs compétences. Et telles sont quelques images de quelques entreprises sociales qu'on a déployées au Vietnam et dans la région. Je voudrais citer ici une citation pour un entrepreneur social. Un entrepreneur social, c'est une personne ayant l'esprit d'entrepreneur social qui possède non seulement une capacité de négociation, mais aussi des innovations. Mais surtout et avant tout, ils ont des capacités de motiver, d'inspirer et de donner à la communauté des inspirations. Et il est capable de résoudre des problèmes sociaux. Tels sont les deux bons exemples d'entrepreneurs sociaux qui génèrent des valeurs sociaux à travers de leur activité. Et merci de votre attention et j'attends votre question. Je voudrais vous présenter maintenant une vidéo qui présente des activités des entreprises sociales au Vietnam ces derniers temps. Et après la diffusion de cette vidéo, c'est l'intervention de Madame Wang.
đây thì em phải bán hàng kiếm sống ở chợ. Nhưng mà bây giờ em đã có một công việc thật ổn định ở Cô Tô rồi. Mỗi tháng em kiếm thêm được 2 triệu đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt ở thành phố. Nếu là bây giờ em không làm hướng dẫn viên thì bây giờ em đã phải ở nhà làm ruộng. Bây giờ em làm bảo quản ở Cô Tô và sau này em muốn trở thành một nhà quản lý. Doanh nghiệp xã hội Cô Tô giúp đỡ cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn qua 2 năm đào tạo nghề cho em nó được sự ổn định, giúp mấy em trở thành nhà quản lý và nhà lãnh đạo của tương lai. Sau 2 năm học thì em đã có đủ kinh nghiệm để có thể làm việc ở bên ngoài và có thể tự lo cho bản thân em. Sức khỏe của bố em trai em có thể ăn học đại học. Bây giờ thì em đã có thể quay trở về Cô Tô và giúp đỡ những trẻ em lang thang được phố gác giống như em của 6 năm về trước đây. Chính quy học sinh của Cô Tô sẽ mở rộng và phát triển cái mô hình bền vững này. Welcome to Sapa. Năm nay em được 16 tuổi. Trước kia em ở nhà em học hết lớp 5. Em không có điều kiện đi học tiếp nữa. Em vào Sapa Châu để học. Lên đây biết nhiều hơn và học các câu từ tiếng Anh rất là hay. Sau này em muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ em không làm hướng dẫn viên thì em đã phải ở nhà làm ruộng. Có lúc mẹ em đã bắt em phải lấy vợ có con rồi. Khi mà tôi đi học hết lớp 5 thì tôi đã lên thị trấn và bán hàng cho du khách. Tôi học được tiếng Anh và làm hướng dẫn viên du lịch. Đi bán hàng rong thì tôi cảm thấy là mình không có một cái kiến thức. Chính vì thế mà thấy cái cuộc sống nó rất là khó khăn. Tôi thấy những cái hình ảnh mà các em mà đi bán hàng rong như tôi rồi là trở thành hướng dẫn viên rất là khó khăn. Và tôi có ý tưởng là mở một cái doanh nghiệp do chính người dân tộc của mình điều hành để mình có thể là dẫn dắt các em, cho các em những cái cơ hội tốt hơn. Có rất nhiều người cần tôi và tôi cảm thấy mình có ý nghĩa vì điều đó. Doanh nghiệp xã hội My Handicraft được thành lập từ năm 1990 từ một dự án nhằm hỗ trợ các trẻ em nghèo khỏi có nguy cơ trở thành trẻ em đường phố. Những em tham gia chương trình ngay từ đầu, nay đã trưởng thành. Nếu không có Mai em không được đi học, công việc em không tốt như ngày hôm nay. Ngoài việc hỗ trợ các em nghèo bỏ học và cung cấp việc làm cho gia đình các em, Mai còn hướng đến các thanh niên nhập cư. Em ở Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh để học. Em vào Mai làm việc mỗi tháng kiếm thêm được 2 đến 2,5 triệu đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt ở thành phố. Chúng tôi mong muốn rằng doanh nghiệp xã hội mô hình như Mai ngày càng được phát triển và nhân rộng ra để cùng với nhà nước góp phần giải quyết đói nghèo. Doanh nghiệp xã hội chung kết nối những người có nhu cầu dùng chung phương tiện vận tải, từ đó tiết kiệm chi phí đi lại, giảm ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường. Với dự án trồng và phát triển cây moringa tại Việt Nam, công ty TMTM mong muốn giúp những người dân nghèo có thể trồng và cùng tham gia trong quá trình sản xuất tạo ra những sản phẩm dinh dưỡng và từ đó giúp họ thoát nghèo. Doanh nghiệp xã hội của chúng tôi là thu mua tất cả các cây dược liệu của bà con để chiết xuất ra thành cái sản phẩm thuốc tắm và mang cái lợi ích thu nhập cho bà con ở trong cộng đồng người Dao và người Mông. Tòa Hè là một doanh nghiệp xã hội. Chúng tôi tổ chức các sân chơi sáng tạo cho các em nhỏ thiệt thòi có cơ hội trải nghiệm với các hoạt động sáng tạo. Ngoài ra, cái việc bán các cái sản phẩm như thế này có hình tranh vẽ của các em sẽ góp phần cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho các em. Doanh nghiệp xã hội nó tạo ra những giá trị không những là về mặt kinh tế mà còn là những giá trị xã hội. Đặc biệt nó mang lại lợi ích cho những nhóm người yếu thế. Doanh nghiệp xã hội sẽ được thừa nhận và chính phủ sẽ có những chính sách riêng phù hợp thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các doanh nghiệp xã hội.
In Vietnam, we support social enterprise from grassroots, supporting individual entrepreneurs in the development of ideas or their business models, and also at policy level, working with government institutions and think tanks to support the inclusion of social enterprise in, for example, the new law on enterprises. CSIP là tổ chức tiên phong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội Việt Nam. Hãy cùng với CSIP ươm tạo cho các doanh nghiệp xã hội mới, kết nối với các nguồn lực và nghiên cứu vận động chính sách để xây dựng một môi trường phát triển toàn diện cho doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Hãy chung tay cùng phát triển doanh nghiệp xã hội. Hãy chung tay cùng phát triển doanh nghiệp xã hội. Hãy chung tay cùng phát triển doanh nghiệp xã hội. Hãy chung tay cùng phát triển các doanh nghiệp xã hội. Hãy chung tay cùng phát triển doanh nghiệp xã hội. Together we grow. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue depuis ce matin. Vous avez écouté beaucoup d'informations qui ont été présentées par Madame Tang et Madame Bar portant sur les entreprises sociales. Donc, vous avez certainement maîtrisé les définitions concernant les entreprises sociales. Pour ma part, je vais me concentrer sur les modèles d'entreprises sociales au Vietnam, leurs tendances à l'avenir. Quand vous êtes venu ici, vous avez un certain intérêt parce que l'être humain est tout à fait différent des animaux, parce que nous avons en effet des intérêts et tous nos actes sont dictés par un motif. Vous avez lu certainement des histoires des personnes qui ont réussi leur parcours avec un pays qui est très pauvre comme le Vietnam, et avec nos propres expériences, nous nous souvenons des périodes difficiles. C'est pour ces raisons-là que l'un des objectifs poursuivis par le Vietnam, c'est la prospérité. Je suppose que tout le monde ici présent souhaite une vie plus prospère pour soi-même, pour sa famille et pour la communauté. Pourtant, si la prospérité est basée sur un socle qui n'est pas durable, cette prospérité peut en fait endure des impacts négatifs. Si vous jetez un coup d'œil autour de vous, vous pouvez constater les hauts et les bas de la croissance de l'économie mondiale, et à l'issue de chaque crise, il y a donc une mise en garde contre les tendances actuelles. On ne peut pas raisonner, on ne peut pas faire ou bien travailler comme dans le passé. Mais alors, comme vous le savez, le Vietnam a connu en fait une baisse de l'activité économique, même si nous avons un développement économique très développé, mais 20,7% de la population du Vietnam se retrouve encore dans la faim et la pauvreté. C'est un chiffre qui a été avancé par l'Office général de la statistique au standard de la Banque mondiale. Donc 18 millions de personnes sont encore dans la pauvreté au Vietnam. Si nous jetons un coup d'œil sur les infrastructures, nous pouvons constater qu'il y a encore beaucoup de faiblesses et de lacunes à combler. S'il y a des entreprises qui sont très développées
En ce qui concerne les infrastructures, nous pouvons trouver qu'il y a également des échecs de l'État, des échecs du marché pour les infrastructures. Seuls 10 ou bien 15% des routes en campagne, à la campagne sont bitumées. Donc 80% des infrastructures dans les zones rurales du Vietnam sont encore dans un état très embryonnaire. Concernant la qualité des soins de santé, nous avons constaté le débordement et la surcharge des hôpitaux et des difficultés d'accès à des soins de qualité. Donc ceci a des impacts très négatifs sur la santé de nous tous. Vous pouvez voir les photos des écoles qui n'ont pas en effet des conditions propices aux études des élèves. Il y a encore d'autres difficultés concernant les droits des enfants, par exemple. Vous pouvez voir que des problèmes sociaux existent et nous avons résolu et nous résolvons encore ces problèmes avec l'État, par l'État. L'État définit les différentes politiques sociales au travers des différents programmes. Nous avons réalisé des activités caritatives. Pourtant, nous avons constaté que si les entreprises ne participent pas activement à la résolution de ces problèmes sociaux, les entreprises risquent d'être impactées. Donc nous devons en effet, les entreprises sociales doivent participer activement à la résolution de ces problèmes sociaux plutôt que d'être passifs et en subissant des impacts négatifs. L'entrepreneur social, l'esprit d'entrepreneur social, c'est que nous devons voir qu'il y a des opportunités là où il y a des échecs de marché. Les problèmes sociaux sont vus par les entrepreneurs sociaux comme une opportunité. C'est un point de départ et c'est un point de départ sur lequel l'entrepreneur social définit en fait ces différents modèles. Vous avez certainement pris connaissance de l'histoire de Toei et de Koto. L'un des objectifs de l'entreprise sociale, c'est de proposer des solutions pour la résolution des questions environnementales ou bien sociales. Par exemple, des solutions pour des enfants errants. Par exemple, ils ont proposé la création d'une école de formation. Ils ont également ouvert un restaurant pour permettre aux enfants en difficulté d'être formés et ce restaurant a généré des bénéfices qui ont été utilisés pour le fonctionnement de tout un projet. Des handicapés, les femmes isolées en difficulté, ce sont des personnes vers lesquelles nous devons nous orienter en tant qu'entreprise sociale. Ce ne sont pas encore des clients potentiels, en fait des entreprises classiques. Les entreprises sociales participent à la résolution des échecs du marché. Par exemple, c'est le modèle de la société qui a été monté par Madame Tuyết Mai. C'est un projet social qui a pour but d'apporter une solution de nutrition aux personnes qui se trouvent dans la campagne du Vietnam. Ils ont proposé un produit de soupe. Comme vous le savez, la plupart des produits alimentaires sont destinés aux personnes qui ont une capacité financière. Mais Madame Mai, elle a découvert une niche. Il y a des personnes qui ont besoin de produits alimentaires de qualité, mais ils n'ont pas de moyens financiers pour y accéder. Donc, Madame Mai
a proposé un produit de soupe instantané à coût abordable pour les pauvres. Je viens de vous aborder un certain nombre d'objectifs et un certain nombre de tendances de développement des entreprises sociales au Vietnam. Je vais vous aborder quelques modèles d'affaires avec l'objectif de résolution des questions sociales. Un des modèles un peu connus de l'entreprise sociale est d'organiser des activités commerciales pour tirer les profits au service des activités sociales. Prenons l'exemple peut-être que de Bloom MicroVenture. C'est une jeune entreprise sociale. Il travaille sur deux domaines principaux, c'est tourisme, de responsabilité et il crée les circuits et ces circuits de Bloom Adventure est très apprécié pour les touristes qui préfèrent des circuits authentiques. Le capital et d'autre part, cette entreprise accorde des soutiens à des femmes à des prêts à des femmes à la campagne ou en banlieue pour améliorer la condition de vie de ces personnes. Et tous les capitaux de ces prêts, de ces soutiens, à travers des activités d'une agence de voyage. Et le deuxième modèle, c'est le soutien à des personnes pauvres, des personnes désavantagées à travers des services financiers. Nous avons des entreprises qui fournissent les mêmes activités, mais leurs clients destinés sont les entreprises, sont les riches, sont les hommes d'affaires. Pourtant, les pauvres, les personnes en difficulté sont peu accessibles à ce service. Alors, l'entreprise sociale va combler le créneau dans le marché. Actuellement, le fonds CEF a accordé des capitaux à beaucoup de personnes. Ou prenons d'autres exemples. Craft to Inspire, il fabrique des produits artisanaux. Ce sont les produits artisanaux fabriqués par les ethnies minorités et après ils vendent pour les étrangers. Et à travers de cela, on présente des produits qui présentent les produits à des marchés étrangers. Ou l'exemple de l'entreprise de la société Seco qui vend les produits agricoles dans les régions montagneuses, en ville. Il y a aussi des entreprises sociales qui ont créé des emplois aux personnes qui courent le risque de chômage, aux personnes qui ont purgé leur peine de prison. Il y a deux modèles de réussite. C'est Reaching Out à Hoi An qui a été créé il y a plus de 10 ans par un handicapé qui s'appelle Lê Quang Binh. Si vous avez l'occasion d'aller à Phai Pho Hoi An, vous pouvez constater facilement que Reaching Out, c'est une des entreprises sociales qui ont beaucoup de succès. Leurs chiffres d'affaires sont très importants et vous pouvez visiter Reaching Out parce que c'est référencé dans les guides touristiques. Donc il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent à Hoi An et qui visitent Reaching Out. À Reaching Out, ils ont créé plus de 100 emplois aux handicapés dans les environs de Hoi An. Ou bien
Mekong Cute. Ils emploient maintenant 300 femmes dans la région de Binh Thuận. Ils produisent des couvertures à haute valeur ajoutée parce que les prix de vente sont assez élevés. Une couverture coûte quelques centaines de dollars et ils ont maintenant des salons de présentation de leurs produits au Vietnam et au Cambodge. Il y a un autre modèle, c'est l'entreprise sociale propose des services aux clients classiques et le produit de la vente est utilisé pour la fourniture des services de base à des pauvres à un coût plus bas. C'est un exemple de Ho Chi Minh Ville, qui est monté par une ONG dans le domaine d'aide aux homosexuels. ICS est une organisation qui joue le rôle de hub, qui joue le rôle de médiation, qui joue le rôle de conseil auprès des homosexuels. Donc, cette entreprise a reçu l'aide du CESIP. Donc, ils ont développé un service de conseil payant à l'intention des homosexuels, des lesbiennes. Donc, ils proposent des services d'écoute et de conseil. Et au bout du premier mois, ils ont pu proposer leurs services à 30 clients. Il y a un autre modèle que vous connaissez sans aucun doute, c'est le modèle des entreprises sociales qui aident les pauvres à améliorer leurs revenus au travers de la production. Un modèle qui est réussi maintenant, c'est Ecofam à l'île Phu Quoc. Ecofam a tenté la première expérience à Phu Quoc et l'expérience a été multipliée dans d'autres provinces du sud du Vietnam. Par exemple, Bình Dương, An Giang et d'autres localités du Vietnam. Ecofam donc a pour finalité de développer des petites entreprises agricoles, écologiques et qui proposent des produits à haute valeur ajoutée. Les paysans sont pleinement impliqués dans la création de la chaîne de valeur. Les paysans ne sont pas uniquement des employés, mais ils sont formés, ils sont assistés dans leur production et ils participent pleinement. Ils ont leurs droits, leurs intérêts et vraiment ils sont un acteur en fait de ce processus. Ecofam, à ce titre, a élaboré des serres qui sont qualifiées des plus grandes au Vietnam. Tous les produits de Ecofam sont qualifiés de propres et de bio, qui se vendent beaucoup dans le sud du Vietnam et plusieurs milliers d'emplois ont été créés en faveur des paysans du Vietnam. Il y a un autre modèle, c'est un modèle de proposition, de fourniture de services publics. Une entreprise sociale peut proposer des services de santé, de l'éducation. Ces entreprises travaillent là où il y a des échecs de l'État ou bien des échecs du marché. Je prends deux exemples. Health Cooperation, c'est le premier exemple. Health Cooperation travaille dans le domaine de sensibilisation au diagnostic et de prévention contre les maladies. Donc, Health Cooperation, c'est un service de médiation entre les familles vietnamiennes et les hôpitaux de bonne qualité. Donc, Health Cooperation travaille à Ho Chi Minh Ville depuis 2010, depuis 2011 plus exactement. Après un certain temps, ils ont en fait 10 000 abonnés. Donc, c'est un service de conseil, de services médicaux pour
certaines raisons, ce réseau a marqué le pas. Pourtant, le modèle de conseil pour la mise en relation entre les médecins de famille et les familles, c'est un bon modèle. Donc, il y a en effet 24 stations d'écoute et 24 stations de conseil qui mettent en relation les familles de Ho Chi Minh Ville et les médecins traitants. Le deuxième projet, c'est le projet de Hoa Sữa, l'école de Hoa Sữa, qui est destiné aux enfants défavorisés dans le nord du pays. C'est une école de formation qui dispense une formation sur financement privé. Donc, ce sont en fait des formations qui sont financées par les donations. Donc, les élèves autonomes travaillent et les bénéfices dégagés sont en fait réutilisés pour d'autres élèves. Donc, les élèves viennent de la montagne, de la campagne, ils viennent des différents services, des invalides de guerre. Donc, ils sont réceptionnés au sein de cette école et 100% des enfants sont aidés par l'école de Hoa Sữa dans l'accès à un emploi à l'issue de leur formation. Donc, c'est un modèle de réussite. Il y a un autre modèle, le dernier, que vous pouvez constater, c'est le Sapana Pro. Donc, ce sont des entreprises qui travaillent sur le terrain, qui travaillent sur les produits du terroir et sur les savoirs traditionnels de qualité. Donc, ils ont travaillé, par exemple, sur les savoirs liés aux plantes médicinales. Sapana Pro, par exemple, a travaillé dans un domaine très connu, c'est la commercialisation d'un terroir, d'un produit de terroir. Ce sont les plantes médicinales de l'ethnie Zhao. Alors, là où il y a des Zhao qui vivent, il y a des plantes médicinales destinées à une douche ou bien à un bain aromatique. Avec Sapana Pro, donc la faculté de médecine a travaillé avec Sapana Pro et ils ont développé des produits commerciaux à haute valeur ajoutée. Ces produits sont vendus sur le marché. Donc, ce sont des produits qui sont licenciés et qui rapportent beaucoup. Donc, jusqu'à l'année dernière, ils ont un chiffre d'affaires de 3 milliards de $. Ce n'est pas un chiffre d'affaires énorme, c'est un bon début. Et à l'heure actuelle, Sapana Pro, c'est une société par action. Les actionnaires sont les personnes de l'ethnie Zhao. Au début, il y a eu 12 personnes et maintenant le nombre d'actionnaires est monté à 52 personnes. Donc c'est un modèle qui va être multiplié dans d'autres localités. En effet, je viens de vous présenter mon intervention sur les différents modèles d'entreprises sociales au Vietnam. J'espère que ça va vous donner des recommandations, ça va vous donner des idées pour le lancement de votre entreprise et pour vous mettre en relation au travers, à côté de British Council et d'autres acteurs, il y a des acteurs de médiation comme le CESIP qui ont une mission principale, c'est d'aider le développement des entreprises sociales au Vietnam. Nous avons pour tâche également de les assister dans les différentes démarches. Nous avons vu le jour en 2008 et nous avons travaillé avec le British Council à partir de 2009 et nous avons donc 6 ans de retour d'expérience. Nos activités principales sont les suivantes. Nous travaillons sur 4 volets. C'est l'incubation, le rôle de pépinière pour les entreprises sociales. Le deuxième volet, qui est très important aussi, c'est l'aide
alors à la création d'un marché de capitaux pour les entreprises sociales. Nous travaillons, troisièmement, avec le British Council et d'autres acteurs. Nous travaillons avec British Council pour un plan de communication pour permettre à la société de prendre connaissance et de mieux comprendre le rôle des entreprises sociales dans la société. Nous devons en fait reconnaître les entreprises sociales comme une entreprise normale. Et quatrièmement, nous travaillons à la levée des obstacles et à la simplification des démarches de création des entreprises sociales. CESIP est une entreprise sociale. Nous devons travailler comme un hub de formation, d'information à l'intention des entrepreneurs sociaux. Au cours de ces derniers temps, nous avons un certain nombre de clients, un certain nombre de partenaires qui s'adressent à nous et nous avons reçu de bons retours d'expérience. De 2009 jusqu'en 2014, nous avons accompagné en effet 78 entreprises sociales sur l'ensemble du territoire. Nous avons en effet permis d'améliorer la qualité de vie de 200 000 habitants dans les différents domaines comme l'agriculture, la santé, les soins aux personnes âgées et le changement climatique. La mission du CESIP alors est reflétée par son logo. Nous mettons en relation les cœurs de bonne volonté. Nous multiplions les ressources pour les finalités sociales. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le CESIP et sur tous les partenaires associés en vous connectant en effet à notre